Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. À l'heure où le Cameroun est confronté à un grave déficit de la balance commerciale et une politique agricole peu efficace pour réduire la dépendance de l'économie camerounaise aux importations des produits alimentaires, les enjeux de développement des nouvelles stratégies de valorisation et d'exploitation du potentiel agricole se dessinent et ils sont nombreux des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans ces filières porteuses de croissance. Cependant, de nombreux obstacles se dressent devant leur ambition de faire du Cameroun le grenier de l'Afrique centrale et de l'Afrique subsaharienne. Pour en savoir davantage sur les défis, les difficultés et les perspectives de développement des jeunes entreprises agricoles au Cameroun, pour en parler, je reçois sur ce plateau un ingénieur en maintenance industrielle qui s'est converti en entrepreneur agricole. Flavien Kouacha, bonsoir. Bonsoir Cédric. Je précise que vous avez reçu plusieurs distinctions à travers le monde pour votre projet Aquaponie et vous êtes également le président élu de la Jeune Chambre internationale du Cameroun. Alors avec vous, quel regard portez-vous sur les pratiques agricoles au Cameroun? Alors disons que pour quelqu'un comme moi, moi qui suis dans l'agriculture et surtout sur le terrain, il est clair qu'aujourd'hui l'agriculture au Cameroun, on parle de plus en plus de deuxième génération, de seconde génération, mais sur le terrain c'est clairement encore rudimentaire. Déjà pour de nombreuses raisons, il y a des facteurs qui s'appuient en fait sur des insuffisances de nombreuses parties prenantes. Déjà les agriculteurs premièrement, qui n'ont pas toujours les bons itinéraires techniques, les bonnes méthodes de culture, mais aussi les ressources. Parce que ce n'est pas juste d'avoir la volonté, il faudrait ensuite pouvoir mettre ensemble tous les éléments qui permettent. Je vous parlais précédemment d'aquaponie. C'est un mode de culture qui permet d'avoir plus de rendement, mais qui demande des investissements 5 fois plus élevés qu'en agriculture conventionnelle. Donc je vais m'arrêter jusque-là. Pour l'instant, je pense qu'on en parlera par la suite. Vous avez évoqué les facteurs qui sont des obstacles pour les entrepreneurs camerounais, du moins ceux qui sont dans l'agriculture. Vous avez évoqué l'aspect rudimentaire de l'outil de production. Quelles sont les autres réalités observées dans le monde agricole aujourd'hui? Les autres réalités, notamment sur la chaîne de production, allons vers la fin, parce que la plupart des personnes qui nous regardent sont des consommateurs ou des personnes consommatrices. En général, il faut produire, mais ensuite il faut vendre. C'est-à-dire que même si vous avez le bon itinéraire technique, des produits de qualité, l'agriculteur n'a pas toujours des compétences en marketing pour pouvoir faire comprendre aux gens que mon produit il est différent de celui que vous trouveriez en face, pour se positionner à un certain niveau de prix qui lui permet d'avoir un bon retour sur investissement et de pérenniser son entreprise. Alors, il y a d'autres difficultés que rencontrent les agriculteurs, c'est l'accès aux intrants agricoles et l'accès à la terre également pour pouvoir multiplier les productions sur le terrain. Comment vous le vivez, ces deux aspects? C'est une réalité parce que vous avez le choix sur le plan, par exemple, de l'accès à la terre. Vous avez le choix entre décider de cultiver dans une grande métropole, là où la terre vous coûterait extrêmement cher, mais où ensuite vous n'auriez pas beaucoup de dépenses pour transporter jusqu'aux espaces commerciaux, ou aller dans des espaces villageois et ruraux, où vous pouvez relativement avoir accès à la terre, à pas grand-chose, mais il faudrait transporter par la suite. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de trouver des solutions pratiques à ces problèmes-là. Alors, vous parlez des solutions pratiques. Vous avez développé cette technique d'aquaponie. En quoi est-ce qu'elle consiste concrètement? L'aquaponie, c'est un mode de culture en fait qui rentre totalement dans ce qu'on appelle agriculture circulaire ou agriculture fermée, qui consiste à élever du poisson et se servir des excréments de ce poisson-là comme engrais fertilisant pour cultiver des légumes biologiques. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la culture maraîchère, notamment la tomate, salade, piment. Et sur la partie poisson, nous faisons des poissons silures et des poissons carpes. Alors, on parle de techniques, nouvelles techniques agricoles. Comment on parvient à arriver à ces résultats? Quels sont les outils nécessaires pour parvenir à de tels résultats? Alors déjà, sur le plan matériel, il faudrait avoir le nécessaire pour installer des bassins d'aquaculture. C'est-à-dire vous faites de la pisciculture conventionnelle, de l'élevage de poissons. Et ensuite, vous installez ce qu'on appelle des bacs hors sol. Ce sont des bacs qui peuvent être en bois ou en béton en fonction de
ce que vous voulez faire, de la durée de votre exploitation, mais aussi du financement que vous avez, que vous avez à votre disposition. Et vous connectez simplement ces deux bacs-là. Quand je dis simplement, ça peut paraître simple, mais après, il y a des paramètres techniques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous suivez votre production, il y a des données comme la température de l'eau, le potentiel d'hydrogène qui doivent être monitorés progressivement. C'est en fonction de ces données-là que vous prévoyez la croissance de vos plantes et donc les revenus. Quels sont les bénéfices de ces nouvelles techniques agricoles qui peuvent être effectuées visiblement dans plusieurs endroits différents, pas seulement en zone rurale, mais aussi en zone urbaine? Totalement. Au Cameroun, par exemple, on a eu à installer des systèmes comme ça, d'abord à Douala, parce que c'est là où l'activité a démarré, mais ensuite à l'ouest, où on commence à avoir pas mal de demandes, avec l'aide notamment des partenaires avec lesquels on travaille, mais aussi dans la région de l'Est, où on a eu une commande le mois dernier. Les gros avantages, en fait, c'est que vous pouvez premièrement cultiver durant toute l'année. Vous n'avez pas de restrictions, saison sèche, saison pluvieuse, vous avez moins de difficultés. Parce que dans l'agriculture conventionnelle, vous devez prévoir notamment l'arrosage ou la pluie, qui, lorsqu'elle n'est pas là, vous devez irriguer vos plantations ou alors vous devez prévoir de les arroser manuellement. Avec l'aquaponie, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que le processus est continuel. Ensuite, on consomme pratiquement 3 à 4 fois moins d'eau et on a plus de récoltes avec des intrants totalement naturels. Alors, vous évoquez les investissements lourds pour arriver à mettre sur pied ce dispositif pour l'aquaponie. Comment vous y êtes parvenu? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés lorsque vous avez lancé ce projet? Les obstacles, tout d'abord, disons que je suis parti d'une envie de résoudre un problème, de répondre à un besoin, parce que je suis né dans une famille agricole, dans une zone rurale. Et quand j'ai grandi en tant qu'ingénieur, je me suis dit, il faudrait que je retourne dans ce domaine qui me passionne, mais pas pour faire de l'agriculture comme ma grand-mère. Donc, il fallait trouver une solution à ce problème que vivaient les petits agriculteurs, parce que j'ai été très en contact avec eux dès mon enfance et je me rendais compte qu'ils gaspillaient ou ils jetaient les récoltes parce que n'ayant pas forcément les moyens de les transporter jusqu'en ville. Donc, en voulant apporter une solution à ce problème-là, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et lorsque j'entreprends de faire de l'aquaponie, la vérité, c'est que ni moi, ni les personnes que j'ai aux alentours n'ont vraiment les compétences, n'avons les compétences techniques. Donc, c'est grâce à Internet, notamment sur YouTube et par la pratique, que progressivement, la technique a été améliorée, a été développée. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à là où on est aujourd'hui. Donc, bien entendu, vous devez vous rendre compte que pour arriver à ça, il faut d'abord de la passion, de la volonté, mais ensuite des ressources financières. Et ces ressources financières, justement, est-ce que le système bancaire camerounais s'est montré favorable à un tel projet? J'ai envie de dire pas du tout, mais ensuite, la réalité, c'est qu'un projet comme celui-là, il est totalement atypique et il est totalement exclu des canevas conventionnels. Donc, quand vous lancez un projet et que vous êtes dans l'innovation, en général, les banques veulent des prévisions claires et relativement... c'est-à-dire que quand ils parlent de prévisions, pour eux, il faudrait qu'on y voit vraiment clair sur les 3 ou les 5 prochaines années. Quand vous lancez un projet comme celui-là, au début, vous n'y voyez pas vraiment clair. C'est en avançant que vous élaborez votre projet et vous affinez votre business plan. Donc, ça a été très difficile de les convaincre. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment suivi. C'est avec les chiffres qu'on arrive à les convaincre maintenant. Quand je parle des chiffres, c'est les ventes. Alors justement, mais on a vu des grandes organisations internationales s'intéresser à ces projets des jeunes entrepreneurs agricoles africains, à l'instar du projet Aquaponie. Comment ça s'est passé concrètement, ces financements extérieurs dont vous réussissez à en avoir les bénéfices? La première des choses à savoir, c'est que l'environnement économique camerounais n'est pas totalement semblable à l'environnement économique à l'échelle mondiale. Il y a des pays beaucoup plus élevés, beaucoup plus développés, dans lesquels les personnes qui ont justement accès au financement et qui peuvent permettre à des projets de grandir comprennent un certain nombre de choses. Ici au Cameroun, les personnes qui investissent sont dans une compréhension linéaire, c'est-à-dire en général, le prix de revient, c'est le prix d'achat plus la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là n'est pas souvent forcément intellectuelle. Donc, quand on se retrouve en face d'autres personnes et qu'on comprend comment ça fonctionne, on met en avant tous les paramètres, notamment de leur dire le projet, déjà il faut être très honnête. Au mois d'octobre, j'étais en face du président de la République du Burkina Faso qui souhaite accueillir une succursale de notre entreprise dans son pays. Et j'ai été clair avec lui en lui disant, Monsieur le Président, en 2018, nous ne sommes pas encore profitables. C'est à partir de 2019 que nous le serons. Donc,
il y a des environnements dans lesquels les gens qui mettent l'argent sur les projets peuvent comprendre que vous fassiez 2 à 3 ans sans être profitable. Au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Alors, vous évoquez cet aspect de profit, mais il y a aussi le projet en lui-même qui a une portée sociale qui intéresse également ces organismes internationaux. Exactement, parce que nous sommes clairement dans une période, c'est-à-dire que le projet, c'est une solution contextuelle avec les changements climatiques, avec les problèmes environnementaux que nous rencontrons, mais aussi les difficultés qu'on aura dans les années à venir pour nourrir la planète. Alors, l'aquaponie a suscité l'intérêt de plusieurs organismes internationaux. C'est une technique agricole qui existe déjà dans plusieurs autres pays. Vous l'avez développée. Mais en tant que jeune entrepreneur, vous rencontrez d'autres aussi qui éprouvent de sérieuses difficultés à se lancer dans leur domaine respectif. Oui. Quels sont les blocages que rencontrent les jeunes entrepreneurs camerounais et africains francophones, par exemple? Cette question-là, si vous la posez en général, les gens vous parleront d'argent. Mais je pense que l'argent n'est pour moi que le deuxième ou le troisième élément qui puisse permettre de développer un projet. Certes, nous avons besoin d'argent, et non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que président de la Jeune Chambre internationale. Je serai des premiers à aborder nos autorités et les personnes ou les entités qui peuvent nous permettre de développer l'environnement économique et leur dire on a besoin d'argent. Mais avant d'avoir besoin d'argent, il faut que l'idée soit formatée. C'est-à-dire que vous sachiez exactement où est-ce que vous allez. On ne décide pas de ce qu'on va faire de l'argent quand on l'a déjà. On sait ce qu'on va faire de l'argent avant de l'obtenir. Et c'est, à mon humble avis, le problème que de nombreux entrepreneurs ont. En général, ils vous disent « j'ai besoin d'argent », mais ils ne vont pas vous dire « j'ai besoin de 50 millions de francs qui seront utilisés à 11% pour la ressource humaine, 10% pour le marketing, 15% pour la recherche et développement, 13% pour… » Vous voyez ce que je veux dire? La maturité des projets qui sont mis en place par les jeunes, pour vous, cette maturité peut-elle attirer les investisseurs internationaux, ces business angels qui sont de plus en plus sollicités à travers Internet? Nous avons de merveilleux projets au Cameroun, mais définitivement, on a besoin de les maturer. C'est-à-dire que qu'on ne pense pas que ce qui est fait est déjà suffisant. Les jeunes ont vraiment besoin d'être accompagnés parce que je ne leur rejette pas non plus la faute à 100% de penser qu'on a besoin d'argent. Il y a des projets pour lesquels de l'argent a été déboursé, mais au bout de 5 ans, vous voyez, ils n'existent plus. Donc, vous avez des causes qui permettent ou qui font mourir des entreprises, comme par exemple les ententes entre les associés ou la condition, même la vision de l'entreprise. Ces causes-là sont plus mortelles que le manque de ressources financières. Si vous avez le meilleur marketing pour une entreprise, c'est son produit. Quand vous avez un bon produit, même si vous n'avez pas d'argent, il y a des gens qui viendront et qui vous… Aujourd'hui, on entend parler d'aquaponie, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas commencé l'année dernière. En 2018, je pense qu'on a eu pas mal de prix. Et à chaque fois que les gens m'ont appelé pour me féliciter, je leur ai dit, c'est le travail d'une équipe qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Flavien n'est que la vitrine de cette entreprise-là. Et ça, on a réussi à le faire en 2018, qui est notre deuxième, voire troisième année sur le marché. Parce que les 2 premières années, on savait exactement où on allait. On est resté pertinent sur ce qu'on faisait et focalisé. Il y a le phénomène des startups qui a pris pignon sur rue au Cameroun depuis quelques années. On en parle. Très peu d'études sont réalisées dans ce domaine, mais on observe que les jeunes qui s'y lancent, quelques années après, ils disparaissent sur le marché et également sur le fichier fiscal au Cameroun. Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Bon, le dernier élément que vous mentionnez, le fichier fiscal, pour disparaître sur le fichier fiscal, il faudrait déjà y avoir figuré. La réalité, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises qui se créent et qui commencent à faire du marketing pour vendre le produit, mais qui n'ont pas d'existence légale ou fiscale. Essayez quelquefois de dire, je vais vous acheter un produit, faites-moi une facture pro forma, vous n'aurez pas de papier en tête, vous n'aurez pas d'éléments sur le bas de page avec registre de commerce. Numéro de contribuable, registre de commerce. Voilà. Et si vous allez à la direction générale des impôts, vous voyez que certains ne payent pas toujours leurs impôts. Ce n'est pas mauvais, parce que toutes les entreprises commencent comme ça. Nous aussi, on a commencé, on a pris du cash sur notre première année et on livrait nos kits aquaponiques ou nos légumes aux gens sans forcément donner une facture. Mais il faut pouvoir évoluer. Je pense que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on doit se positionner sur ce créneau-là, de se dire les 3 premières années qui sont la phase dans laquelle les entreprises meurent le plus, on doit pouvoir se professionnaliser, se structurer. Alors, le gouvernement a quand même offert des facilités aux jeunes entrepreneurs avec un certain nombre de facilités fiscales pour les 2 premières années, un centre de création des entreprises pour aller plus vite
dans la mise en œuvre hein, de ces entreprises-là. Est-ce que pour vous, ces éléments sont suffisants? Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels vous pensez que le gouvernement peut actionner des leviers pour aider ces jeunes Camerounais qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Oui, certainement. C'est-à-dire que je fais partie des premiers à avoir dit félicitations hein, au gouvernement, même si des fois c'est leur travail. Félicitations d'avoir lancé le centre de formalité à la création d'entreprises. Maintenant, on arrive à créer des entreprises à 48-72 heures. Théoriquement, on dit 48-72 heures, mais la vérité, c'est que c'est une semaine. C'est déjà beaucoup mieux que ce qui se faisait il y a 10 ans ou 5 ans auparavant. La SARL à 100 000 francs avec les entreprises unipersonnelles et autres, ce sont de merveilleux outils qu'on peut utiliser. Mais il faudrait que nos autorités comprennent qu'on doit aller aussi vers les jeunes qui... Vous allez dans des établissements scolaires où les jeunes, ils veulent lancer des projets parce que là, on est dans une situation, par exemple, de chômage au Cameroun. Et les jeunes ont besoin que ces différents outils leur soient mis à disposition. Il faut qu'on aille vers eux et que dans les écoles même où ils créent leurs projets, quand ils sont encore sur les bancs, on leur dise voilà ce que vous pouvez avoir à disposition. Donc, c'est des éléments comme ça qui peuvent permettre que ces jeunes-là ne créent plus forcément les projets qui vont juste être sur Facebook, mais que ce soit de réelles entreprises. Après, je pense qu'il y a des mesures. J'ai vu dans des pays développés, par exemple, des grosses entreprises comme celles qui sont aujourd'hui membres du groupement interpatronal du Cameroun, arrivent à soutenir des petites. Ça fait partie d'un plaidoyer qu'on va porter au niveau, par exemple, de la Jeune Chambre internationale avec les patrons d'entreprise. Parce que des fois, ils ont même la volonté de le faire, mais est-ce que les jeunes ont porté le plaidoyer de façon correcte pour venir les voir? Vous avez évoqué un pan important, celui de la formation de ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Quel est l'élément important intégré dans la formation aujourd'hui? Le cours de création d'entreprise, par exemple, dans les universités, n'existe pas toujours durant les 3 premières années d'université. Et quand il existe, c'est un cours de 4 heures. Alors, quelle est la nécessité pour vous d'intégrer de tels aspects dans la formation continue des jeunes Camerounais? Pour moi, la nécessité, elle est fondamentale. C'est-à-dire que un jeune, heureusement, dans les écoles techniques d'agriculture, par exemple, ils ont commencé à intégrer cela. Les jeunes avant étaient formés pour aller être producteurs végétaux dans de grandes entreprises. Aujourd'hui, on leur dit, en tant que jeunes, vous voyez des entrepreneurs agro-pastoraux. C'est exactement le même processus qui doit être mis en place. Pas seulement faire un cours théorique de création d'entreprise de 4 heures, mettre ces jeunes en contact avec des jeunes chefs d'entreprise qui peuvent leur permettre de comprendre. Moi, j'étais au même niveau que vous il y a 3 ou 6 ans. Aujourd'hui, voilà où j'en suis. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Faire une éducation financière. Parce que pour être entrepreneur, si vous n'avez pas une bonne éducation financière, c'est même pas la peine. Vous allez vous planter la première année. Quels sont les éléments importants à intégrer dans cette éducation financière qui, selon vous, peuvent jouer un rôle, un catalyseur pour la survie des jeunes entreprises? Aussi simple, c'est-à-dire comment gérer vos finances, comment faire la différence entre l'argent de l'entreprise et votre argent, comment lire un bilan simplement, quelles sont les premières ressources dont vous avez besoin dans votre entreprise. Là, en général, je dis aux entrepreneurs, la première personne que vous recrutez, c'est le comptable. Parce que c'est le comptable qui... Même quand vous parlez, vous dites que vous avez besoin d'argent, vous allez vers le banquier. Qu'est-ce qu'il vous demande? Les documents comptables. Si vous n'avez pas les bases en comptabilité ou la ressource pour structurer cette comptabilité, vous ne pourrez rien dire. Il y a des business qui sont profitables et si vous allez dans la rue, vous verrez, des fois, on parle de bénétariat dans les quartiers, vous allez voyager, vous allez en Europe, vous revenez dans 20 ans, la dame fait les beignets dans la même cuvette. Pourtant, il y a du monde. Il y a 200 personnes dans le rang tous les matins. Quand vous allez manger les beignets chez elle, vous savez qu'il faut partir 1 heure avant. Ça marche, mais ça ne grandit pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'éducation financière. L'entreprise n'est pas structurée. Et la dame ne sait pas quand je reçois 20 000 de recettes, je dois mettre 5 000 en dotation aux amortissements parce que j'ai acheté du matériel. Mais je dois également faire des prévisions pour les prochains investissements. Et ce n'est que 8 000 que je dois utiliser pour payer les salaires, gérer l'activité courante et continuer de développer l'entreprise. À côté de cet aspect comptable, il y a également la gestion de la ressource humaine. Des jeunes qui se mettent ensemble pour effectuer des projets et ce problème de confiance qui se pose régulièrement, mais aussi d'encadrement de la ressource humaine. Quand on est une start-up, on n'a pas toujours les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de ces jeunes salariés et du coup, le projet tangue des fois. Oui, c'est bien ça. C'est pour ça que la communication, c'est important. Moi, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, j'ai 3 collaborateurs qui
qui ont été recrutés via que nous avons recrutés via le FNE et qui viennent d'un programme appelé PED, Programme Emploi Diplômé. C'est-à-dire que le FNE assume pendant un certain temps une partie, pratiquement la moitié de leur salaire. Les jeunes ne sont pas au courant que ça existe. C'est mon comptable qui m'a informé que Flavien, il y a un programme PED au Fonds national de l'emploi et si on recrute des jeunes qui ont des profils là-bas, on va avoir moins de charges durant la première année. Donc, il faut que nos entités publiques communiquent. C'est vrai qu'on a besoin de l'information, mais en tant qu'entrepreneur, je vous assure, vous avez tellement à faire que vous n'avez pas toujours le temps. Dans mon cas, je fais l'effort d'écouter le journal de 13 h et le journal du soir. Mais en dehors de ça, je vous rassure que ma télé ou ma radio vont rester éteintes pendant 5 ans d'affilée. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics aussi fassent cet effort-là de ramener l'information vers les entrepreneurs. Et même il faudrait qu'on recense ces entrepreneurs-là et qu'on sache, voilà ceux qui aujourd'hui sont potentiellement les personnes qui vont développer le tissu économique demain. Et essayer parce que s'il y a 1 million d'entrepreneurs, il y en a 10 ou 20 qui vont réussir à coup sûr. Il faut pouvoir accompagner les 10 millions parce qu'on doit miser, c'est aussi ça le risque que doit prendre le gouvernement. Mise dans un plan d'industrialisation sur l'économie numérique qui va être une stratégie importante dans l'industrialisation du Cameroun. Comment appréciez-vous les démarches qui sont effectuées jusqu'ici dans ce domaine, surtout axées vers les jeunes entrepreneurs? Les démarches, c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est nouveau. Nous n'avions pas cela avant. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut se contenter du peu. Non, j'ai grandi dans une famille où on me dit, si c'est compliqué, tu viens te plaindre chez tes parents. Et je crois que c'est ce que nous on fait finalement. Je crois que c'est encore insuffisant. Il faudrait que certes, on parle d'économie numérique. On organise des villages numériques où on fait venir les jeunes entrepreneurs. On leur paie à la limite une nuitée d'hôtel et du transport pour aller à Yaoundé. Il faudrait qu'on sorte de ces activités-là qui sont présentées à la presse. Non. Ce que les jeunes entrepreneurs veulent, c'est qu'on vienne les voir et qu'on dise, à la limite, aidons 100 entrepreneurs, mais de façon sérieuse, plutôt que de saupoudrer sur 1 million. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait qu'on puisse faire la sélectivité et que ceux qui valent vraiment la peine d'être accompagnés, qu'on les accompagne. Qu'est-ce que vous mettez dans l'accompagnement? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics pour développer vos entreprises en tant que jeune entrepreneur? Bon, je vous prends l'exemple. Là, on parle d'économie numérique. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui développent de merveilleuses applications, qui n'ont pas forcément la capacité marketing, financière ou humaine pour atteindre leur cible. Pour moi qui suis dans l'agriculture, aujourd'hui dans ma ferme, on utilise une application qui permet à tous mes collaborateurs à la production animale de suivre l'itinéraire d'élevage, de savoir exactement, par exemple, ceux qui sont à l'aviculture, quelle est la quantité de nourriture qu'on a donnée au sujet aujourd'hui, quelles sont les potentielles maladies qu'ils peuvent avoir, quels sont les vaccins à faire. Et ce sont de bonnes applications qui vous accompagnent dans le suivi de votre cheptel. Mais le jeune qui développe ces applications-là, il a besoin d'un minimum pour pouvoir atteindre les agriculteurs et leur dire, voilà l'application, voilà comment ça fonctionne, organiser des démos. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas forcément... J'ai bien apprécié l'initiative de Madame la ministre, Madame Libom Liliken, quand elle a dit regrouper les jeunes pour le Globetrotter numérique. Mais on ne doit pas s'arrêter aux rencontres Globetrotter dans les délégations régionales. Il faudrait qu'on fasse des séances où on dit, on prend aujourd'hui la région du littoral ou la région du centre et on fait une vraie opération coup de poing sur la région du centre. S'il y a 100 jeunes qui ont été invités au Globetrotter du numérique, il faudrait qu'on ait 5 applications à la fin de l'année qui sont utilisées par 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Regardez sur le Google Play Store ou l'Apple Store, ce n'est pas le cas. Alors, vous évoluez dans le secteur agricole. Qu'est-ce qu'il faut pour davantage intéresser les jeunes dans ce domaine? Vous voyez que le président de la République avait, il y a quelques années, invité les jeunes à être des entrepreneurs agricoles, mais très peu s'intéressent à ce secteur d'activité pourtant porteur de croissance. Que faut-il faire concrètement? Alors, déjà, je dirais que c'est vrai que très peu de jeunes s'intéressent à l'agriculture, mais aussi ceux qui s'intéressent déjà, ils sont de plus en plus nombreux. Certes, avec le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, on a eu des jeunes qui commencent à se dire, si le Président en parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc, je pense qu'il faut déjà commencer par ces jeunes-là même, qui sont dans l'agriculture. Parce que les programmes qui sont définis aujourd'hui, pour moi, on s'inscrit plus dans le nombre que dans la pertinence du programme. Pour être un entrepreneur agricole et développer une vraie entreprise qui prétende à une échelle industrielle dans les 5 ou les 10 prochaines années,
vous avez besoin d'avoir des ressources pas à valeur humaine. Aujourd'hui, je prends des programmes pratiques, hein, si vous le permettez. Je vous en prie. Comme le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral, dont mon entreprise a bénéficié, sur lequel vous avez 2 millions, nous on a eu 2 838 000, dont on a perçu les 50% à date. C'est-à-dire que c'est bien d'accompagner 3 000 jeunes ou 5 000 jeunes, mais je pense qu'il faudrait également des programmes où on se dit, les jeunes qui ont pu sortir du lot, on les accompagne à un niveau supérieur. Pour moi, les programmes comme le PEA Jeune, c'est très intéressant, mais c'est des programmes qui permettent justement de faire l'écrémage et de savoir quels sont ceux qui ont déjà la bonne stratégie, qui ont déjà le bon produit, qui ont de la valeur ajoutée, qui ont le revenu et le chiffre d'affaires pour qu'on puisse leur rajouter des ressources, que ce soit en prêt ou je ne sais en quoi, mais pour qu'ils aillent beaucoup plus loin. Parce que notre ambition aujourd'hui, c'est de nourrir 30 millions de personnes, pas 5 000. Merci Flavien Kwacha d'être venu sur ce plateau. Je précise que vous êtes le président de la Jeune Chambre internationale du Cameroun et vous êtes à la tête d'une entreprise agricole qui a développé l'aquaponie, un projet récompensé dans le monde à travers des organisations internationales et plusieurs distinctions. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.